En 2010, Renée Mason, qui est une jeune fille de 18 ans, vit à Sydney, en Australie, avec ses parents et ses 3 frères et sœurs. Renée est très sociable, elle a un grand cercle d'amis, elle est particulièrement proche de sa mère, qui s'appelle Teresa, et parce qu'elle l'a eue quand elle avait 19 ans, et donc en raison de leur faible différence d'âge, elles sont devenues plus des amies proches que mère et fille. Renée se confie toujours à sa mère sur tout ce qui se passe dans sa vie, et cette année-là, il y a un événement majeur qui va perturber la vie de Renée. Quel est-il? C'est ce que je vais vous raconter dans un instant. Si vous aimez les récits sombres, mystérieux, criminels ou tout simplement fantastiques, eh ben vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour mettre une vidéo en ligne tous les samedis. Si vous aimez, souvenez-vous de mettre un pouce en l'air, souvenez-vous de vous inscrire et de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle histoire en ligne. Donc en 2010, il y a un événement majeur qui perturbe la vie de la jeune Renée. Son petit ami, avec qui elle est en couple depuis aux environs de 2 ans et dont elle est follement amoureuse, l'a trompée. Elle a trouvé des messages qui le prouvent clairement. Lorsqu'elle le confronte à ces messages, lui, il nie les avoir envoyés. Il lui dit « Je t'ai jamais trompé, je sais même pas d'où viennent ces messages, je te promets que j'ai été fidèle tout ce temps, etc. etc. » Mais bon, Renée n'y croit pas et elle rompt. Elle se tourne naturellement vers sa mère pour trouver des réconforts et des conseils, et Teresa ne peut pas vraiment lui offrir d'autres conseils que le temps va guérir toutes ses blessures, elle rencontrera certainement un jour la bonne personne, etc., etc. Tous ceux d'entre nous qui ont eu des chagrins d'amour en tant qu'adolescents ou qui ont eu des adolescents avec des chagrins d'amour connaissent ça. Quelques semaines seulement après cette rupture, néanmoins, rupture très douloureuse, Renée rentre du travail un jour avec un grand sourire aux lèvres. Alors, sa mère, qui peut voir qu'il y a un changement décisif par rapport à comment était sa fille quelques jours auparavant, elle se précipite vers elle et elle lui demande « Mais qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait que tu es aussi heureuse que ça, ma chérie ?» Et Renée lui répond qu'elle a rencontré un autre garçon qui s'appelle Braden Spittery. Il a 23 ans, il est diplômé de la King's School, qui est une école de garçons qui est très prestigieuse à Sydney. Son père est un homme d'affaires, il possède une grande entreprise de construction dont il doit d'ailleurs hériter plus tard. Donc c'est vraiment le gros lot. Teresa est heureuse parce que c'est une bonne distraction pour sa fille et elle lui demande donc mais ce garçon, tu l'as rencontré où et comment? Et Renée lui explique que c'est Camilla qui les a présentés. Alors Camilla, c'est Camilla Zedan, c'est la meilleure amie de Renée. Elle l'a rencontrée au lycée et Renée explique donc à sa mère que Braden est en fait l'ex-petite amie de Camilla, mais que ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble, et il y a donc plus de sentiments entre eux, et donc maintenant ils sont juste amis-amis. Et donc Camilla a eu de la peine pour son amie Renée lorsqu'elle a vu cette rupture, et donc elle est allée chercher le meilleur match possible pour Renée, et d'après elle, c'était ce fameux Braden. Alors, Teresa connaît bien Camilla parce qu'elle vient souvent chez eux et vice-versa. Et donc, elle sait que les intentions de Camilla sont bonnes. Mais elle se dit que sortir avec l'ex de la meilleure amie, c'est peut-être une situation qui peut devenir explosive. Donc, elle ne peut pas s'empêcher de dire à sa fille, puisqu'elles sont confidentes de toute façon, que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais Renée répond à sa mère, « Écoute, Camilla a été totalement franche avec moi, elle veut juste que je sois heureuse, elle pense que Braden est un bon match, et puis ils ont plus de sentiments l'un pour l'autre, plus du tout, donc elle me soutient totalement, il n'y a pas de souci du tout. » Teresa a quand même des doutes sur le bien fondé de la situation, mais elle les met de côté, et elle demande donc si elle peut voir une photo du fameux Braden.
Renée sort son téléphone, elle trouve une photo de Braden et la montre à sa mère. Et immédiatement, Teresa peut voir que Braden est un beau garçon, avec un sourire éclatant, gentil, il a l'air gentil et tout, mais elle remarque aussi sur cette photo que Camilla est clairement appuyée sur son épaule, comme si elle était sa petite amie, quoi. Donc, encore une fois, elle répète à Teresa que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais, au cours des semaines qui suivent, et même au cours des mois qui suivent, Renée et Braden s'envoient des messages en permanence. Renée a son téléphone à la main pratiquement 24 heures sur 24 pour entrer en contact et pour envoyer des messages à Braden. Alors, le couple, si on peut dire c'est comme ça, puisqu'ils sont que virtuels pour l'instant, ils prévoient de se rencontrer en personne à plusieurs reprises, mais à chaque fois qu'ils doivent se voir, l'un des deux a un empêchement qui, en fin de compte, rend impossible cette rencontre. Donc au bout d'un moment, comme ils ne réussissent pas à organiser une rencontre, ils arrêtent d'essayer en fin de compte et ils construisent leur relation uniquement par téléphone et par message. Cette relation uniquement numérique, donc entre Renée et Braden, continue aux environs d'un an jusqu'en janvier 2012, quand il arrive quelque chose d'horrible. Braden a un accident de moto. Alors lui, il survit à l'accident, mais son passager, son meilleur ami, qui était nommé Richie, qui était assis juste derrière lui sur la moto, n'a pas survécu. Et Braden conduisait de façon imprudente. Il est donc inculpé d'homicide involontaire par les cours australiennes, reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison. Et en Australie, c'est pas comme en France où les petites peines, on les exécute pas, il est envoyé en prison. Alors, Teresa, la mère de Renée, même si elle est bouleversée par cet accident, bien entendu, parce que une personne a quand même perdu la vie dans cet accident et Braden va maintenant passer 2 ans en prison, une partie d'elle, son côté maternel protecteur, dira-t-on, est soulagée en quelque sorte pour sa fille. Parce qu'elle se dit que maintenant que Braden va être hors de contact pendant 2 ans en prison, la relation va bien entendu prendre fin et Renée pourra peut-être chercher et trouver quelqu'un d'autre, qui soit quelqu'un d'autre que l'ex de sa meilleure amie. Mais après que Braden ait été transféré à la prison de Goulburn, où il doit purger donc sa peine de 2 ans, la famille de Braden apparemment fait entrer clandestinement un téléphone dans cette prison et donc il peut continuer à échanger des messages avec Renée. Après son incarcération, ils reprennent donc leur relation comme si rien n'avait changé. Alors la famille de Renée n'aime pas trop cette évolution et le lui fait savoir. Il pense que c'est une mauvaise idée. Mais Renée, elle s'en fiche parce que Renée est amoureuse. Et l'amour rend non seulement aveugle, mais des fois totalement stupide. Donc, au cours des premières semaines de son incarcération à la prison de Goulburn, leur relation ne fait que s'intensifier. Et il décide de se marier dès qu'il sera libéré, fin 2013. Renée commence donc les préparatifs du mariage. Elle a trouvé sur eBay une petite couronne. Je crois qu'on dit que c'est une tiara en anglais. Je ne sais pas si on dit que c'est une tiare en français. Vous voyez, une petite couronne comme ça, une vraie petite princesse, qu'elle portera donc le jour de son mariage. Elle a engagé un photographe de mariage et elle a contacté le consulat grec pour demander si Braden sera autorisé à entrer en Grèce parce qu'il prévoit de passer leur lune de miel justement dans ce pays, en Grèce. Mais en août 2013, 2 mois avant la date de libération prévue de Braden, quelque chose change. La mère de Renée, Teresa, reçoit un message de Braden sur son téléphone, ce qui n'est jamais arrivé auparavant, bien entendu, et le message dit « Vous devez vérifier comment va votre fille. Elle parle de se suicider. » Teresa est totalement prise au dépourvu par ce message. Elle se rend directement dans la chambre de Renée, où Renée est assise sur son lit. Sa mère s'assoit à côté d'elle et lui demande « Tout va bien ?» Renée lève les yeux vers sa mère et lui dit que oui, tout va bien. Et Teresa sort donc son téléphone et elle lui montre le message de Braden. Dès que Renée voit le message, elle soupire et elle regarde sa mère et elle lui dit « Non, mais t'inquiète pas, je ne vais pas me faire de mal. On vient juste de rompre, notre relation est terminée. »
Alors Teresa sait que ce sera une période extrêmement difficile pour sa fille avec une rupture très douloureuse, mais en même temps, elle se dit que c'est sûrement pour le mieux de toute façon. Donc Thérèse et René restent un petit moment dans la chambre à discuter sur le lit. Et puis finalement, René dit à sa mère que mes projets pour la soirée, ça va être de sortir avec des amis, me détendre pour essayer d'oublier un petit peu tout ça. Donc Thérèse reste assise sur le lit pendant que sa fille se prépare devant le miroir, s'habille, etc. Et une fois que Renée est prête, elle embrasse sa mère et puis elle lui dit qu'elle reviendra plus tard dans la soirée et elle quitte la maison. Quelques heures plus tard, Teresa reçoit un message de sa fille qui dit « Maman, je t'aime tellement et je suis désolée pour la douleur que je vais te causer. Tu peux toujours me parler, cependant. Il suffira de prononcer mon nom et je serai là. » Teresa lit et relit ce message sans vraiment comprendre ce qu'il en est et elle ne sait pas trop quoi en penser. Elle sait que sa fille est bien entendu bouleversée par cette rupture, mais elle ne comprend pas le contexte et elle ne comprend pas ce message. Elle appelle donc sa fille, qui ne décroche pas. Alors elle rappelle, elle ne décroche toujours pas. Après ce deuxième appel sans réponse, elle envoie donc un message et lui demande de la rappeler. Et elle reste là, elle attend l'appel de sa fille qui ne vient pas. Alors Teresa commence vraiment à s'inquiéter pour sa fille, elle appelle Camilla et elle lui demande si elle a parlé à René ce soir et Camilla répond à Teresa que en fait je viens de recevoir un message très bizarre de René qui dit tout simplement « Je t'aime, je suis désolée ». À ce moment-là, les deux femmes comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec René. Elles se retrouvent donc ensemble et elles font le tour de Sydney en voiture et elles vont à tous les endroits où René a l'habitude d'aller quand elle va en soirée. Mais après plusieurs heures de recherche, rien. Elles ne savent vraiment plus quoi faire. Les deux femmes retournent donc chez Teresa, donc la maison de René, et ils entrent et le mari de Teresa, les autres frères et sœurs de René sont tous là et tout le monde est en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, quand, vers 21h30, ils entendent frapper à la porte. C'est la police qui vient les informer qu'ils ont trouvé la voiture de René garée dans un endroit où elle n'aurait pas dû être, mais que René n'y était pas. Ils viennent donc demander s'ils savent où elle est et pourquoi sa voiture se trouve à cet endroit-là. La famille est à ce moment totalement terrifiée. Ils parlent à la police de ces messages un petit peu bizarres, et puis rapidement, tout le monde se précipite dehors, monte dans leur voiture et se rendent là où se trouve la voiture de leur fille. La voiture de René est garée dans un endroit qui s'appelle The Gap, ce qui veut dire le fossé ou la crevasse en anglais. C'est une falaise abrupte qui surplombe l'océan. Les parents sortent, fouillent la voiture de leur fille, mais il n'y a absolument aucun signe de l'endroit où elle pourrait être allée. Ils commencent à courir le long des falaises, ils courent dans tous les sens, ils espèrent trouver leur fille, mais aucun signe d'elle. Puis à un moment donné, Teresa grimpe sur l'un des points les plus élevés de la falaise pour essayer d'avoir une vue d'ensemble, et en arrivant là-haut, elle trouve les chaussures plates, noires, de sa fille, soigneusement placées côte à côte sur le sol, juste devant la barrière qui est là pour empêcher les gens de s'approcher trop près du bord de la falaise. Mais malgré des recherches approfondies cette nuit-là, ils ne peuvent trouver aucune trace de René. Elle est introuvable. Mais le lendemain, la police découvre qu'en fin de compte, il y a une caméra qui filme cette section des falaises. Donc, ils examinent les images et ils trouvent René. Ils voient ce qui lui est arrivé. Alors, sur ces images, on voit René monter le sentier au milieu de la nuit. On la voit s'arrêter pour enlever ses chaussures, donc qu'elle dépose par terre. Puis elle saute par-dessus cette barrière. Alors la barrière, elle n'est pas directement au bord de la falaise. Elle est en retrait environ 1 mètre, 1,20 m. Donc elle saute par-dessus cette barrière et s'avance très prudemment jusqu'au bord de la falaise. Elle jette un coup d'œil par-dessus le bord et elle semble visiblement terrifiée. Elle recule de quelques pas jusqu'à ce que son dos soit pressé contre la barrière. Puis, elle sort son téléphone et elle envoie 3 messages. Un des messages est pour sa mère, donc celui qui dit qu'elle l'aime et qu'elle est désolée pour la douleur qu'elle va lui causer.
Les deux autres messages sont donc pour Camilla et aussi pour Braden. Cependant, à ce jour, on ne sait toujours pas ce que disent ces deux messages. Après avoir envoyé ces 3 messages, Renée prend son téléphone et elle le jette de la falaise dans l'eau. Puis, elle s'assoit et elle commence à glisser vers l'avant en direction du bord. La caméra n'a pas réellement filmé sa chute de la falaise, mais on suppose que lorsqu'elle est sortie du champ, elle est tombée donc de la falaise jusqu'à sa mort. Son corps ne sera jamais retrouvé. Alors la mort de Renée est considérée comme un suicide, et ça l'est en théorie. Cependant, sa famille, qui en plus d'être totalement dévastée par cette horrible perte, se sent totalement perdue parce qu'ils n'ont absolument aucune idée de pourquoi c'est arrivé, mais ils sont certains que cela a un rapport avec cette rupture, avec ce fameux Braden Spiteri. Ils essayent donc de contacter Braden, mais il ne répond pas. Donc la famille contacte la police et demande s'ils peuvent contacter la prison où il se trouve et organiser une rencontre pour avoir une explication. La police accepte et appelle la prison de Goulburn. Quand ils parlent à la prison, on leur répond « Braden quoi ?» Non, je suis désolé, on n'a pas de Braden Spiteri ici d'ailleurs, et on n'en a jamais eu, c'est un nom qu'on ne connaît pas du tout. En fin de compte, la raison est que Braden Spiteri n'existe pas. L'amie de Renée, Camilla, l'a inventé de toutes pièces. C'est une personne totalement fictive. Cette photo de Braden Spiteri où Camilla est appuyée sur son épaule, c'est juste une personne au hasard qu'elle a rencontrée à un moment donné dans une boîte de nuit. Camilla a toujours été très possessive envers Renée depuis qu'elles se sont rencontrées au lycée, et à un moment donné, elle a simplement décidé qu'elle voulait encore plus de contrôle sur Renée. La première chose qu'elle a donc fait, ça a été de convaincre Renée que son précédent petit ami l'avait trompée tout le temps. Or, cela n'a jamais été le cas, comme son petit ami lui a dit au début. Et donc, Renée, qui a écouté sa meilleure amie, a rompu avec cette relation. Puis, presque immédiatement après, Camilla vole donc au secours de Renée et la met en contact avec ce Braden, le soi-disant ex-petit ami, qui n'est en réalité que Camilla de l'autre côté du téléphone. Et pendant près de 2 ans, Camilla a maintenu cette mascarade. Et Renée croit vraiment que c'est une vraie personne, que Braden est son petit ami, et elle l'aime. Finalement, en juin 2013, donc 2 mois avant la mort de Renée, Renée se confie à Braden, alias Camilla, et elle confie qu'elle trouve que son amie Camilla est toxique, qu'elle est méchante et contrôlante, et en fin de compte, elle ne veut plus être son amie. Quand Camilla lit cela, elle devient furieuse. Et elle décide donc que la seule façon de se venger de Renée et de reprendre le contrôle sur elle, c'est de faire en sorte que Braden, entre guillemets, rompe avec elle. Et ainsi, 2 mois plus tard, le 5 août 2013, le jour où Renée est morte, elle déjeune vers 13h avec une collègue quand elle reçoit un message de Braden qui sort un petit peu de nulle part et qui lui dit « Je trouve qu'on devrait arrêter, j'ai besoin de faire une pause avec toi ». C'était à l'époque donc où ils planifiaient leur mariage. Donc Renée est totalement effondrée et elle essaie de joindre et de l'appeler et il ne répond pas. Puis vers 14h45 ce même après-midi, on sait que Renée appelle la prison de Goulburn. C'est la première fois qu'elle le fait, elle ne l'a jamais fait jusqu'ici. Alors on ne sait pas à qui elle parle, ni de quoi il parle exactement, mais il est presque certain donc qu'à ce moment, elle a appris que Braden Spiteri n'est pas détenu là-bas et que personne ne le connaît. Donc elle a réalisé que soit Braden n'est pas réel, soit Braden lui a menti d'une manière tellement énorme que la relation ne pourrait de toute façon jamais fonctionner, mais quoi qu'il en soit, ce chapitre de sa vie est donc totalement terminé. Puis, ce jour-là, donc, quand elle est assise sur son lit dans sa chambre et que sa mère vient lui demander comment elle va, il est très probable que Renée est totalement dévastée psychologiquement parlant. Elle est anéantie, probablement un peu honteuse d'avoir été aussi naïvement dupée par ce Braden, qui qu'il soit. Et donc, même si normalement Renée dit tout à sa mère, même si sa mère est sa confidente,
elle trouve qu'elle aime tellement sa mère qu'elle ne peut pas se résoudre à discuter ce qui lui est arrivé. Elle en a trop honte. C'est tellement énorme, tellement accablant qu'elle le cache à sa mère. Au lieu de ça, elle s'habille, elle dit au revoir à sa mère et puis elle se dirige vers les falaises. Aucune charge n'est jamais retenue contre Camilla parce que le catfishing, donc l'usurpation d'identité, qui est exactement ce qu'elle a fait, c'est-à-dire utiliser une fausse personnalité en ligne pour attirer des gens dans des relations, ça n'est pas considéré comme un crime en Australie, et d'ailleurs je pense que ça n'est considéré comme un crime nulle part. Et Camilla, malgré la pression de la police et de la famille de René, n'a jamais assumé la responsabilité de ses actes et elle ne s'est jamais excusée. Puisqu'on parle de narcissique, en voilà une belle. Voilà, c'était tout pour cette semaine, pour le récit de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Souvenez-vous de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, d'appuyer sur la cloche, de vous inscrire, etc., que je ne l'ai plus à le répéter. Et faites bien attention avec qui vous discutez en ligne. À samedi prochain. Au revoir.